Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel. Qui comprend son fascicule de présentation. Son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes. Son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes. Son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes. Son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 18. Des informations contrôlées. Une récupération des données. Détaillé dans un document de présentation commerciale, il ferait état de la récupération des données concernant les usagers de leurs services. Ce document est destiné aux acheteurs de données, à partir des remontées établies dans le cadre d'une collecte d'informations anonymes, d'un réseau de distribution. Il aurait pour but d'améliorer la connaissance client des entreprises afin de pouvoir enrichir leur base de données, grâce à la collecte d'informations stratégiques, en contact direct avec les cibles. Ces données collectées peuvent être établies à partir de questions ouvertes, de questions fermées, d'observations et de photos. Le modèle stratégique d'espionnage caractérisé de la NSA américaine est dorénavant opérant partout. Il s'agirait de la mise en place de fichiers, très complets et payants, très ciblés, pour le seul usage des entreprises, affiliées ou pas. C'est tout simplement l'utilisation de la confiance, d'au moins 90% des usagers selon l'avis de l'organisme, qui serait purement bafouée et de sa remise en cause. Une grande entreprise internationale de vente de produits informatiques estampillés en pomme aurait été condamnée à 16 millions d'euros, pour trouble à l'ordre économique public, pour les dommages causés aux consommateurs. Une autre grande entreprise de vente de produits à base de lait aurait été condamnée à 20 millions d'euros pour publicité mensongère concernant des yaourts présentés comme devant améliorer la digestion. Mais il y a pire. Un vaste réseau de corruption, depuis démantelé, dans des hôpitaux chinois, aurait été organisé pour la promotion et la vente de lait en poudre. Mais il y a encore bien pire. Il y aurait une campagne promotionnelle de lait en poudre pour les nourrissons en Indonésie, alors qu'elle était strictement interdite, en raison des eaux contaminées servant à la confection des biberons. Des carences alimentaires seraient à l'origine de la malnutrition de ces enfants. Les enfants seraient souvent gravement malades, à cause de toutes leurs carences alimentaires qui en découleraient. Qu'à cela ne tienne, le marché du lait en poudre, dans ce seul pays, atteint un chiffre d'affaires dépassant 1 milliard d'euros. Les bébés dès leur naissance seraient alimentés avec du lait en poudre, à l'insu de leur mère.
Les conséquences sont ensuite irréversibles. Le personnel médical serait tout simplement incité, par des partenariats et des contrats verbaux fictifs, de vente de boîtes de lait en poudre, assortis d'objectifs de vente et de primes aux résultats. Toutefois, il y aurait un suivi très pointu, concernant le rendement et les rétributions effectuées. 1,5 million d'enfants mourraient, annuellement, des conséquences directes et indirectes de ce mode de nutriment, dans ce seul pays. Les risques de pneumonie, chez les nourrissons alimentés par du lait en poudre, seraient de 50 fois supérieurs à la normale. Existe-t-il une conscience chez les grands patrons? Un silence responsable. Les grands patrons ne répondent jamais et sous aucun prétexte, à aucune entrevue demandée par un journaliste. Qu'ont-ils donc à cacher? Une grande famille française détiendrait, à elle seule, plus de 40 firmes commerciales, dans l'Hexagone et en dehors. Son chiffre d'affaires annuel serait évalué à au moins 90 milliards d'euros. Il serait 7 frères, totalement inconnus des Français, qui régneraient en maître absolu sur tous les domaines de la grande distribution. Toutefois, leur descendance serait évaluée à 600 personnes, toutes actionnaires, gravitant autour du symbole familial. Or, pour pouvoir être actionnaire, il convient d'être descendant, en ligne directe, de la famille, ainsi qu'exigé par les statuts. Tout le capital serait ainsi entièrement verrouillé par la famille. Chacun des actionnaires est actionnaire de toutes les entreprises et dans les mêmes proportions. Ils seraient aussi les principaux instigateurs de la mise en place des galeries commerciales. Elle aurait inventé le communisme actionnarial. Cette très grande famille est totalement invisible et muette. Aucune demande d'interview n'est jamais sujette à réponse. Pour vivre heureux, vivons cachés, tel serait leur slogan. Par souci d'intimité. Parce que certains d'entre eux seraient domiciliés en Belgique. Pourquoi ce culte du secret? D'où leur serait donc venue cette philosophie commerciale? Aussi surprenant qu'improbable, cette famille se serait-elle inspirée d'une encyclique papale pour définir sa charte familiale. Le livre écrit en 1961 par le pape Jean XXIII est intitulé Mater et Magitra. Il précise les règles à suivre dans les affaires. Il s'agissait pour ce pape d'avoir une thèse appropriée aux nouvelles exigences de l'époque et concernant, en particulier, le droit des personnes à l'acquis et au partage. 2 fois par an, au cours de la réunion de l'AFM, les grands choix stratégiques sont mis au point. Les 600 membres ainsi réunis pèseraient plus de 38 milliards d'euros. Le respect de l'ordre moral ou juridique, prôné par l'encyclique, serait-il des valeurs en corrélation avec la réussite commerciale? Il se pourrait que cela ne soit pas aussi simple. Le business aurait des valeurs que les valeurs n'auraient pas, notamment en territoire étranger. La construction en solide des magasins y serait, quelquefois, assortie de versements en liquide, de façon très discrète. Quelle est donc leur conscience commerciale? Toutes les villes de France en sont munies. Elles possèdent toutes leurs zones commerciales. Les villes plus importantes en possèdent plusieurs. Les villages eux-mêmes essaient de se distinguer avec des zones plus modestes appelées pudiquement zones artisanales. Le système d'implantation est bien rodé. Un grand magasin, essentiellement axé sur l'alimentation, mais pas seulement. Ce pôle d'attraction, la locomotive, est entouré d'un alignement d'une quarantaine de magasins, distribués à partir de différents ronds-points et munis de ces parkings gratuits. La grande majorité de cette organisation appartiendrait au même consortium de l'AFM, Association française du marketing, et qui regrouperait 600 sociétaires. Leur nouveau slogan fédérateur, le nudge marketing. De quoi s'agit-il? Que vous soyez chef d'entreprise, marketeur, publicitaire, décideur politique ou responsable d'organisation, une chose est sûre, vous pouvez transformer les habitudes du public à partir d'interventions apparemment mineures. Et pour cela, une seule règle, comprendre les ressorts de la prise de décision chez les individus et élaborer une stratégie adaptée.
Vous souhaitez mieux comprendre ce qu'est le nudge marketing, maîtriser les méthodes d'analyse des réseaux sociaux, identifier les nouvelles problématiques du monde des médias et de la communication, déterminer comment le marketing peut accompagner et stimuler l'innovation, et ou améliorer vos techniques de collecte et d'analyse de données quantiques LI. Ces rencontres sont également ouvertes aux non-adhérents qui peuvent ainsi découvrir ou redécouvrir la communauté AFM. Journée AFM IREP sur la communication et les médias, nudge marketing, marketing de l'innovation, analyse des réseaux sociaux, collecte et analyse des données, atelier de l'écriture. L'AFM rassemble une communauté de près de 700 membres, composée essentiellement d'enseignants-chercheurs et de doctorants, dont l'objectif est à la fois de publier dans les meilleures revues internationales et d'être à la pointe des avancées théoriques, méthodologiques et pratiques de la discipline. Depuis plusieurs années, l'AFM propose ainsi une multitude de services et d'événements dans le but de mieux accompagner les membres de la communauté, ateliers d'écriture, ateliers d'approfondissement, club AFM, journée Syntec et IREP, partenariats de recherche, Kantar, etc. L'AFM propose désormais de regrouper une partie de ces événements au sein de rencontres AFM organisées chaque année en hiver, mars, et en automne, novembre. Objectif. Les rencontres AFM poursuivent plusieurs objectifs. 1. Concentrer les événements de l'AFM pour leur donner davantage d'audience, de visibilité et d'accessibilité, en particulier pour ceux qui résident loin de Paris, province, étrangers, et qui ne peuvent pas multiplier les allers-retours, transports, hébergements, etc. 2. Créer 2 autres moments forts durant l'année, en complément du congrès annuel du mois de mai, afin de maintenir un lien permanent avec les membres de l'AFM. 3. Structurer une véritable formation continue, afin de mieux accompagner les membres de l'AFM dans leurs activités de recherche et d'enseignement. A. Ouverture aux nouvelles théories, méthodologies et pratiques du marketing, journée, club, atelier. B. Accompagnement dans les activités de recherche, ateliers, partenariats, international. 4. Permettre davantage de fertilisation croisée entre les managers, les chercheurs et les enseignants dans le but de faire émerger de nouvelles recherches, de nouvelles formations et de nouvelles pratiques managériales. Organisation. Chaque rencontre de l'AFM rassemble les participants dans un même lieu afin de favoriser les échanges et les liens sociaux. Les rencontres de l'AFM constituent un véritable service pour les adhérents de l'AFM. Chaque participant se voit proposer un programme, à la carte. Il peut soit participer à l'ensemble de la rencontre, soit sélectionner les thèmes et les jours qui lui correspondent. Les adhérents de l'AFM en 2015 ou 2016 peuvent bénéficier gratuitement du logiciel Sphinx, réaliser ces enquêtes et collecter les données. Utilisation de la scénarisation dans les questionnaires en ligne, rotations aléatoires, multi-formulaires, calcul dynamique. Générer des stimuli pour développer le quantique LI, construction et exploitation des murs d'images. Omnicanal et enquête, quelles solutions pour collecter ces données et comment évaluer l'effet d'un média sur la qualité des réponses. Analyse quantique LI des données. Préparer son jeu de données, qualification, nettoyage et redressement. Du verbatim à l'analyse thématique, comment exploiter l'analyse lexicale et le multivarié pour faire parler ces données. Accueil et vérification de la configuration du logiciel GFI sur les ordinateurs personnels. Le logiciel GFI est à télécharger gratuitement. Introduction à l'analyse des réseaux sociaux et définition des concepts associés, centralité, modularité, etc. Mise en application sur des données réelles. De nouveaux centres commerciaux, dits de dernière génération, seraient en cours d'implantation. Ils couvriraient 60 000 m² et seraient répartis sur des terrains allant de 15 à 17 hectares avec 3000 places de parkings et 80 boutiques. Il s'agirait là, selon leurs investisseurs, de l'avenir du commerce français, dénommé Open Key Shopping Center. Des investissements à plusieurs centaines de millions d'euros. La rentabilité de ce type d'investissement serait prévue à 7%, plus avantageuse que la location à 3% ou le livret A à 0,0%.
Ce schéma, qui apparaîtrait jusque-là classique, s'accompagnerait de zones supplémentaires de la restauration, des loisirs, de la culture, etc. La France comptabiliserait actuellement plus de 16 millions de kilomètres carrés de centres commerciaux depuis 45 ans. Annuellement, ce sont 3 milliards d'utilisateurs qui les arpentent. Avant les clients, ce sont les marques qui favorisent leurs ouvertures. Les maires des communes y seraient également particulièrement sensibles pour le volume économique qu'elles leur apporteraient, directement ou indirectement. Les déplacements des consommateurs sont testés, analysés, suggérés. Les magasins locomotives sont disposés de telle manière que le consommateur ait l'obligation de passer devant toutes les enseignes. La répartition de chaque magasin de la galerie marchande est disposée selon un plan parfaitement programmé. Il en est de même pour la répartition des denrées qui est constamment modifiée afin que l'acheteur passe devant les produits dont il n'a pas besoin, mais dont on va le convaincre de devoir acheter par un slogan publicitaire adapté et un tarif apparemment attractif. Tous les emplacements stratégiques ont donc une grande importance. Toutefois, c'est le propriétaire du centre commercial qui répartit les emplacements. Tout est consigné dans le contrat d'exercice. Pour les enseignes, le coût de la mise en exploitation, très élevé, est tributaire de son attractivité. Une enseigne qui n'obtient pas le volume de chiffre d'affaires exigé est rapidement remerciée, car il nuit à la bonne santé commerciale de l'ensemble. Ces centres commerciaux ne se situent pas tous en périphérie, ils essaieraient aussi de s'insérer dans certains centres-villes. Les implantations des enseignes sont scrupuleusement étudiées. L'espace commercial, lui-même, doit être réparti sur des zones où le revenu moyen des habitants est fort et où le taux de chômage est faible. Le montant du loyer restant l'élément décideur. Les spécialistes appellent cette stratégie le maillage. Un maximum d'implantation permettant d'atteindre un volume de clientèle plus important. Les enseignes sont mondialisées et présentes partout où elles le peuvent. Certaines auraient jusqu'à plusieurs centaines de boutiques. Elles sont financées, soit par des actionnaires, soit par des fonds d'investissement. Un salon international annuel est organisé par le MAPIC de Cannes où les promoteurs proposent leurs nouvelles implantations aux enseignes internationales. Les périodes de crise économique ne les atteignent que modérément. C'est le volume global de l'ensemble des boutiques qui importe. Le maintien de leur marque sur les sites est prépondérant. Cela explique que la progression des implantations aurait été de 60% sur les 15 dernières années, pendant que la progression de la consommation n'a été que de 36%. La surface des centres commerciaux aurait doublé au cours des 10 dernières années. La concurrence y est évidemment impitoyable. Lorsqu'une zone commerciale a été implantée au nord d'une ville, les promoteurs s'efforcent d'en implanter une seconde au sud. Cela devient une mégapole de magasins. Ces mastodontes commerciaux ruinent tous les commerces de proximité pour des dizaines de villes et villages adjacents sur un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, à partir de leur centre. Il y a des perdants. Les centres-villes et leurs petits commerces. Les petits commerçants ferment les uns après les autres. Ils sont rapidement mis en faillite. C'est alors le désert commercial qui s'installe et qui entraîne irrémédiablement les fermetures en cascade. Ils sont aussi pénalisés par les parkings des centres-villes, tous payants. Puis, par les vendeurs de rue, qui depuis 2008 sont autorisés à vendre leurs marchandises dans les centres-villes, après l'obtention d'une autorisation communale. Depuis le 4 août 2008, la loi ne donne plus de définition de l'activité ambulante. Les Espagnols ne s'en priveraient pas. Ils viennent vendre leurs oranges à 1 € le kilo, par 10 kilos, pour ne citer que cet exemple. La contestation serait en train de s'établir pour pouvoir lutter contre l'invasion des centres commerciaux. Des manifestations populaires seraient organisées. Les citoyens se mobiliseraient pour refuser désormais ces constructions à outrance, résultant d'une exagération devenue insupportable. Les centres commerciaux ont changé les modes de vie. Ils obligent les consommateurs à devoir effectuer des trajets véhiculés, dans un environnement artificiel et complètement asocial.
La consommation de masse des grandes surfaces détruit irrémédiablement le tissu social normal des communes. C'est le commerce des zones commerciales qui génère le plus de déplacements et non le travail. Ils s'installent, la plupart du temps, sur des espaces agricoles productrices de nourriture. Que font les chambres de commerce? Lorsque les directeurs de grands centres sont eux-mêmes directeurs ou directeurs adjoints des chambres de commerce, la question ne se pose plus. Des recours de citoyens, devant une commission nationale, reste le dernier rempart, où 8 projets d'implantation sur 10 obtiennent cependant l'accord. Seule la Cour d'appel administrative peut casser les décisions favorables d'implantation. Les élus des communes sinistrées, non impactées économiquement par les centres commerciaux, signent des pétitions. Quant aux communes impactées, elles deviennent les super-puissances économiques de leur région. Les communes qui cherchent à riposter le font en créant leurs propres ZAC, zones d'activité commerciale. Les centres commerciaux peuvent-ils supporter de telles expansions incontrôlées? Non, bien évidemment, et c'est à celui qui pourra absorber l'autre, et c'est bien sûr le plus important, qui gagne. La loi, Royer, censée pouvoir réguler l'expansion de ces centres, ne fonctionne pas. Les présidents des conseils généraux soutiennent tous les projets commerciaux, en permanence. Où chercher l'erreur? Pendant ce temps, les villes deviennent des cités dortoirs. Il s'agit d'un combat entre des projets de société. Ce sont les usines de consommation contre le bien vivre ensemble des villes et villages de France. Chaque année, en France, 500 000 mètres carrés de centres commerciaux supplémentaires sont accordés. L'extension inconsidérée des surfaces de vente dans les zones périurbaines et ses conséquences sur la vie locale devient un souci légitime pour les maires, non concernés. Lutter contre les stratégies économiques des grands distributeurs et des investisseurs n'est pas aisé. Que faire des friches commerciales? La France est l'exemple que les autres pays européens ne veulent surtout pas suivre. Il apparaît évident que les élus locaux sont les principaux responsables du dérapage constaté sur la prolifération des autorisations d'implantation des centres commerciaux. Seulement, la situation des centres-villes devient maintenant catastrophique. Leur seul recours devient une taxation des friches commerciales. Pourquoi? De nombreux propriétaires des magasins des centres-villes ne font pas les travaux nécessaires à la restauration de leurs propriétés non louées. Sous la pression des municipalités, des travaux sont engagés pour durer plusieurs années et ne jamais être terminés. Les centres-villes deviennent ainsi des zones en ruine. Pourquoi agissent-ils ainsi, alors que cela irait à l'encontre de leurs propres intérêts? Ils sont souvent, aussi, les investisseurs des centres commerciaux. Ce sont des sociétés d'investissement immobilier cotées qui sont les principaux constructeurs des centres commerciaux. Ceci pourrait évidemment expliquer cela. Il pourrait aussi y avoir des ententes, rémunérées, plus rentables. Ils mettent en place une procédure très dissuasive à la location des locaux et qui consiste à demander des montants de loyers irresponsables, afin de décourager tout nouveau candidat au développement d'une activité commerciale en centre-ville. La répartition des chiffres d'affaires commerciaux se réalise à concurrence de 62% en zone périurbaine, 25% en centre-ville et 13% dans les quartiers. Il serait prévu que dans les prochaines années un quart des commerces du centre-ville fermerait. La conséquence en est une paupérisation progressive des centres-villes. La crise économique et la restriction des aides de l'État contraignent les collectivités locales, incapables de pouvoir soutenir leurs efforts de financement, qui les incitent à soutenir une prolifération irraisonnée des zones commerciales, par des accords particulièrement généreux. C'est donc une action conjuguée à partir de la stratégie des distributeurs, des mécanismes financiers et de l'action des collectivités locales qui aboutit à tous ces dérapages. Cette politique est un désastre annoncé à moyen terme, par un effondrement économique de toutes ces structures. Cela s'est déjà produit aux États-Unis. De très grands centres commerciaux sont laissés à l'abandon et cela commence en France, en plus des commerces des centres-villes. Certaines communes cachent la misère en décorant les vitrines laissées à l'abandon. D'autres revendent les anciens locaux commerciaux pour qu'ils soient transformés en locaux d'habitation.
Ces deux solutions ne réhabilitent pas le commerce de proximité. Toutefois, une taxation des friches commerciales peut être décidée par une commune ou par une collectivité locale, au bout de 2 ans d'inoccupation à raison de 10, 15 et 20% sur les 3 années suivantes. Cela devrait permettre d'alléger les charges générées par ces friches auprès des contribuables et peut-être aussi à inciter les propriétaires à rénover, puis à louer leurs locaux. Il apparaît pourtant évident que c'est sur les contribuables, comme d'habitude, que se fera le remboursement du krach annoncé dans l'immobilier commercial et maintenant devenu inexorable. La richesse des riches. Il serait 14 millions de millionnaires en euros sur la planète. Il serait 1645 milliardaires. La moitié des richesses mondiales sont entre les mains de 85 personnes. L'autre moitié est détenue par 3,5 milliards de personnes. Cherchez l'erreur. Où se trouve donc le droit des personnes à l'acquis et au partage? Toutefois, la répartition n'est pas aussi simpliste. Un Américain posséderait à lui seul 56 milliards d'euros. Il serait suivi d'un Mexicain possédant 52 milliards d'euros. Un Espagnol compléterait ce podium avec 46 milliards d'euros. Cette répartition des fortunes personnelles a donc une hiérarchie. La moitié des 35 000 habitants de Monaco seraient au moins millionnaires. Leurs extravagances n'ont d'égal que le volume de leurs richesses. Leur jeu favori consiste, pour se divertir, à organiser des soirées particulières où ils n'hésitent pas à surenchérir leur tempérament de flambeur. Ils appelleraient cela une battle ou pluie de Jéroboam de champagne de très grande marque. Le vainqueur de cette bataille étant celui qui totalisera le plus grand nombre de bouteilles. Ces bouteilles de 5 litres seraient facturées jusqu'à 30 000 € pièce. La facture peut dépasser les 300 000 € pour un seul client chaque nuit. À titre d'exemple, un seul consommateur aurait commandé 200 bouteilles de champagne millésimées, plus 6 Jéroboam, plus 3 Mathusalem, pour une facture de 380 000 €, ainsi consommée en une soirée. Toutefois, ce record aurait été battu. Bien sûr, il ne s'agit là que d'un petit amusement. Les propriétés de ces richissimes sont ultra protégées. Pour ce qui est visible de l'extérieur, les moyens high-tech y sont particulièrement performants. Des patrouilles de garde véhiculées sont assistées par des caméras thermiques, des détecteurs de mouvement, des faisceaux lasers et des kilomètres de clôture. Devant chaque entrée, des gardes surveillent les accès. Leur domaine couvre souvent des superficies inavouables, au cœur même du département des Alpes-Maritimes. Leurs voitures valent, chacune, plusieurs millions d'euros. Les bijoux offerts à leurs compagnes valent des centaines de milliers d'euros, pour les plus modestes. Le business des people est organisé en divers écosystèmes. Quant aux impôts, la répartition économique. L'activité économique permet une production des biens et des services. Le résultat de l'activité est aussi appelé le produit national. Il doit être ensuite réparti entre les producteurs. Il y a d'un côté le processus de production et de l'autre les revenus résultant du processus. Chacun des acteurs, qu'ils soient impliqués dans l'élaboration du processus de production ou dans la création des produits induits par le processus de production, doit pouvoir récupérer la partie qui lui revient. Il y a donc une part qui revient au créateur du processus, sous la forme de bénéfices, et une part qui revient au créateur des produits et services, sous la forme de salaire. Les uns sont les propriétaires et les autres sont les exécutants. Cette répartition crée d'un côté une comptabilité des entreprises et de l'autre une comptabilité des ménages. Il y a aussi, bien évidemment, une comptabilité publique, propre à chaque pays. C'est parce qu'il y a un État qui est chargé de réglementer le bon fonctionnement de l'ensemble et de pallier éventuellement aux défections des entreprises privées que la société humaine peut s'harmoniser et fonctionner à peu près correctement. Les services faisant fonctionner cet ensemble s'appellent des administrations. La comptabilité nationale permet d'évaluer l'ensemble des activités économiques et d'établir le produit national correspondant à chaque pays. Les facteurs de production sont déterminés par les ressources naturelles,
par les facultés d'innovation, par le capital investi et par le travail effectué permettant cette production. La rentabilité de la production est aussi déterminée par le ratio existant entre la population active, les entrepreneurs et les salariés et la population inactive de chaque pays. Dans la population inactive sont comptabilisés les enfants, les retraités, les chômeurs occasionnellement privés d'emploi et les personnes en recherche d'emploi. Par exemple, si un pays est crédité d'un nombre de personnes à la recherche d'un emploi supérieur au nombre d'emplois pouvant être créés par les facteurs de production, cela va engendrer un chômage de masse persistant et augmentant. Cette situation créera des déséquilibres économiques ne pouvant pas être supportés par un État qui devra emprunter pour pouvoir continuer à faire fonctionner le pays. Ces recettes deviennent insuffisantes pour pouvoir couvrir ces dépenses de fonctionnement. Les biens et les services résultent des facteurs de production du capital et du travail et il est régulé par les administrations. L'offre de travail dépend du volume de la population active, des taux d'activité et de la capacité globale des emplois pouvant être créés par le système économique privé et étatique. L'ajustement entre l'offre de travail et la demande de travail n'est jamais équilibré. Il dépend de certains déséquilibres locaux, sectoriels, professionnels, de mobilité, d'adaptations et des techniques de production. Il dépend aussi des capacités d'accroissement du capital dont dispose chaque pays et de ses capacités d'investissement. Les capacités d'investissement sont le résultat de l'épargne créée par les agents économiques. Les agents économiques qui épargnent plus qu'ils n'investissent vont pouvoir prêter leur surplus d'argent. La création monétaire sert justement à réguler les flux du besoin d'échange entre les différents acteurs économiques. Elle sert d'intermédiaire dans les échanges, mais elle est aussi un instrument de mesure et de réserve des valeurs. Elle est à la fois matérielle, par la création de billets et de pièces servant aux échanges quotidiens, mais elle est également immatérielle par les transferts de capitaux qui s'effectuent à la vitesse de la lumière. La valeur monétaire repose sur le niveau de confiance établi par ses utilisateurs, par la coutume et surtout par les pouvoirs publics qui déterminent son unité de compte et qui déterminent aussi son unité de paiement. Cela explique les divergences de valeur monétaire entre les pays. Qui crée la monnaie? Exclusivement les banques qui ont la faculté de créer la monnaie qu'ils prêtent. Les banques nationales sont chargées de réguler ces émissions monétaires et de leur volume ainsi que la création des billets et des pièces. La masse monétaire est constituée de l'ensemble des moyens de paiement mis à la disposition des différents acteurs économiques. Le prix établi sur les marchandises et les services sont le résultat d'un taux d'échange, lui-même établi par la valeur monétaire. Il est évidemment le résultat de la confrontation entre les possibilités de l'offre et celles de la demande. Les pouvoirs publics utilisent aussi des mécanismes de régulation. Toutefois, que le régime soit en situation d'équilibre, de monopole ou d'oligopole, les prix sont d'abord fixés par les producteurs et les vendeurs qui souvent orientent également la demande. Les pouvoirs publics, quant à eux, fixent les tarifs des services publics en fonction des coûts déterminés. Ils peuvent également imposer les tarifs de certaines denrées ou services de base. Une hausse des prix peut devenir inflationniste. L'inflation va résulter d'un déséquilibre sectoriel ou global créé par des augmentations réalisées à la source de la production. Elle peut aussi résulter de l'intransigeance des structures économiques et des secteurs de vente. Des phénomènes cumulatifs s'enclenchent souvent dès la mise en œuvre d'une situation de crise. L'inflation a des conséquences économiques et sociales souvent irréversibles. L'inflation rampante aboutit souvent à une inflation galopante. Les causes inflationnistes doivent être rapidement détectées pour pouvoir être jugulées. Pourquoi les prix des biens et des services augmentent-ils? Un prix est établi en fonction de certains critères tels que le marché, la qualité de la prestation, la concurrence, etc. Le prix est d'abord tributaire de ses coûts de revient. Les coûts de revient concernent les achats, la production, la distribution, la promotion, les services administratifs. Il est ensuite tributaire de la marge commerciale qui est la valeur apportée par l'entreprise. La rentabilité de l'activité permettant d'améliorer les performances de l'activité économique considérée.
Les pratiques sont très différentes entre les secteurs économiques. La bonne marge est celle qui permet de bien vendre un produit ou un service afin d'assurer la pérennité de l'activité commerciale. À cela s'ajoutent les impôts et les taxes et notamment la taxe à la valeur ajoutée. La TVA représentant une source de revenus très importante pour un État. Il suffit qu'un élément entrant dans la composition du prix augmente, pour que le prix de vente augmente en conséquence. Dans les faits, le prix de vente n'augmente pas en proportion des augmentations répercutées. En effet, les marges sont établies à partir des coefficients d'augmentation appliqués. Autrement dit, un produit d'une valeur précédente d'achat à 100 € et qui subit un coût supplémentaire de 10 € devrait être vendu 110 €. Eh bien cela n'est pas le cas, parce que si, par exemple, le coefficient d'augmentation établi à partir des coûts de revient de base est de 20%, le prix de vente sera de 100 plus 10 par 20%, soit 132 €, encore augmenté par le montant du taux de la TVA. Pourquoi ces mêmes prix augmentent-ils de façon inflationniste en période de crise économique? Tout simplement parce que les taux appliqués, à chaque échelon, s'ajoutent en cascade sur le prix de vente, en évoluant sans cesse. L'inflation devient alors galopante et incontrôlable. Le passage d'une valeur monétaire à une autre favorise aussi ce type d'inflation. Des patrimoines non équitables. Les patrimoines et leurs revenus ne sont jamais répartissables de façon équitable. Il convient de distinguer les revenus du capital et les revenus du travail. De la même façon qu'il y a une inégalité des revenus, il y a une inégalité des patrimoines, une inégalité dans les héritages et une inégalité dans les épargnes. Des inégalités patrimoniales supplémentaires résultent également des legs et des résultats de l'épargne. Des disparités de patrimoines et des disparités de revenus entre les groupes sociaux aboutissent à des valeurs économiques, sociales et morales différentes parmi les groupes humains considérés. De quelle manière ces inégalités peuvent-elles se justifier? Dans le rapport de force qui existe ou qui n'existe pas entre les différents acteurs économiques influents. Il n'existe cependant aucun système régulateur pouvant neutraliser les tendances spéculatives qui sont obligatoirement inégalitaires et déstabilisatrices. Il devrait pourtant permettre la réalisation d'un équilibre social. Un processus d'avant-garde dans la divulgation des compétences et des savoirs pourrait être un bon moyen pour un premier processus de régulation. Peu importeraient les conséquences, pourvu que les inégalités soient fondées sur l'utilité commune. Mais pour quelle justice sociale? Les institutions les plus appropriées permettent-elles de réaliser un processus d'organisation sociale juste et équitable? Existe-t-il des règles débattues démocratiquement et applicables à toutes les branches sociales? Les économistes sont des personnages imbus et prétentieux, situés en dehors des systèmes universitaires. Leurs études sur les sciences sociales sont peu convaincantes. Leurs notions de capital et de revenu, les taux de rendement et de croissance ne sont que des concepts beaucoup trop abstraits et théoriques, totalement dépourvus de certitude mathématique. Le plus important serait de connaître le rapport existant entre le capital et ses revenus, puis celui du partage global du revenu national, à partir des revenus du travail et ceux du capital. Cela permettrait ainsi d'établir une équité. Cela permettrait surtout d'évaluer les structures qui sont conséquentes aux inégalités constatées. Le partage entre les revenus du capital et ceux du travail sont des sources de conflits sociaux permanents. Il y a d'abord une inégalité dans la détention des patrimoines et de leurs revenus qui est bien plus importante que dans celle des revenus du travail. Il est particulièrement choquant que les détentions du capital soient la plupart du temps obtenues de façon héréditaire. Ils sont souvent en situation de monopole et s'octroient la plus grosse part des revenus, sans rien faire, pendant que les travailleurs vivent très médiocrement à partir des salaires qui leur sont octroyés. Le mode d'organisation économique actuel et qui date de l'Antiquité ne permet pas de pouvoir envisager des changements. À quoi correspond le revenu national? Il est censé mesurer le revenu global des habitants d'un pays, entre les revenus du capital et ceux du travail.
Il résulte du produit intérieur brut, auquel sont soustraits les frais d'entretien du capital, en tenant compte des résultats négatifs ou positifs des exportations et d'éventuelles ponctions réalisées par les entreprises étrangères. Ce résultat est souvent la conséquence des divergences internationales concernant les inégalités de revenus capital-salaire, consécutifs aux divers modèles de colonisation, avoués ou pas. Il convient de préciser que le capital résulte des actifs non humains, possédés et échangés, qu'ils soient immobiliers, financiers ou professionnels. Quels sont les niveaux de rendement des capitaux ? Pour le capital locatif, donc pour les immeubles mis en location, le taux de rendement est d'environ 3% par an. Pour le capital rural, c'est-à-dire la mise en location des terrains, le taux de rendement est d'environ 4%. Pour le capital des sociétés, plus hasardeux, le rendement est d'environ 5 à 7%. Il s'agit, bien évidemment, de moyennes qui ne donnent qu'une très vague estimation. Le capital est un stock. Il correspond aux richesses accumulées. Le revenu est un flux. Il correspond à la richesse produite et distribuée. En raison des investissements réalisés par les pays riches, dans les pays pauvres et tout particulièrement en Afrique, des charges de rendement devant être remboursées contribuent à appauvrir davantage ces pays sous domination. Les pays pauvres ne peuvent parvenir à un rattrapage économique que lorsqu'ils parviennent à atteindre des niveaux équivalents. Le niveau de savoir en matière d'éducation, de qualifications et de technologie équivalent aux pays qui les exploitent. La croissance démographique représente également un frein important à la croissance économique mondiale, mais surtout locale. L'expansion démographique dépend des considérations culturelles, économiques et psychologiques liées aux conditions de vie des familles. Les populations du XVIIIe siècle seront passées de 100 millions en Europe et de 3 millions en Amérique du Nord, à plus de 400 millions chacun, aujourd'hui. Les inégalités intellectuelles et physiques seraient à l'origine des innovations. Toutefois, les niveaux de vie passent de 1 à 10 selon les pays considérés. À cause des rythmes de croissance de la population d'une part et de la production par habitant d'autre part, les rendements ne devraient plus être que de 1% dans chaque élément, pour la moitié du XXIe siècle. Les rythmes de croissance sont aussi liés au paradoxe bancaire. Il est impératif de savoir que les banques qui font des prêts, aux États, aux entreprises ou aux particuliers ne possèdent pas l'argent qu'elles sont censées vous octroyer. En effet, il ne s'agit pour les banques que d'une simple mention comptable dans leur registre informatique, sans aucune création monétaire. Les banques prêtent de l'argent qui n'existe pas, mais en échange de taux d'intérêt qu'elles fixent elles-mêmes. Cette situation permet de créer des situations de dette, souvent incontrôlables. Cette situation permet surtout de tout contrôler le système économique des États, des entreprises et des particuliers. Les banques contrôlent aussi la quantité d'argent en circulation. La différence entre une croissance économique et une dépression économique dépend de la masse monétaire en circulation. Il suffit que les banques suppriment leurs prêts pour que tout le système économique d'un pays s'effondre et qu'il plonge ses habitants dans une situation de pauvreté. Pour se convaincre du rôle essentiel joué par les banques, il suffit de connaître le jeu de Monopoly. Le banquier, dans ce jeu, peut y organiser le processus économique qu'il souhaite. En cas de défaut de paiement, dans le remboursement d'un emprunt, la banque a la faculté de faire saisir les biens du client insolvable jusqu'à épuration du montant. Les banques ont ainsi la faculté d'intervenir sur tous les leviers économiques d'un pays en créant artificiellement une situation de crise. Ensuite, tout s'enchaîne en cascade. Les périodes de croissance ou de dépression sont périodiquement organisées. Les marchés boursiers ont eux aussi cette faculté de décision. L'effondrement des marchés boursiers n'est jamais dû à un hasard, c'est toujours le résultat d'une volonté délibérée. Plus la masse monétaire en circulation est importante et plus il y a d'activités économiques. Plus il y a d'activités économiques et plus les échanges de biens et de services sont nombreux et importants. Lorsque les salaires et les revenus sont conséquents, le marché des embauches fonctionne de mieux en mieux. A contrario, les périodes de crise économique créent du chômage et de la précarité.
Les cycles économiques n'existent pas naturellement. Il s'agit d'une manipulation volontaire permettant de favoriser la richesse d'un côté et la pauvreté de l'autre. Il convient de comprendre que tout est organisé à partir d'un réseau de décideurs fonctionnant selon un schéma mafieux. La richesse d'un pays, qui devrait être équitablement répartie entre les habitants, est appropriée en quasi-totalité par ce réseau. Ce réseau serait le nouvel ordre mondial, un gouvernement planétaire qui déciderait de l'organisation de la société humaine dans sa globalité. Il serait issu de la lignée appelée la fraternité babylonienne, mais les origines remonteraient aux Sumériens. Tous les pouvoirs seraient entre les mains d'une poignée d'individus maléfiques et nuisibles. Lorsque le pouvoir oligarchique désire imposer plus de contraintes sur les populations, il lui suffit de laisser s'établir la violence, le terrorisme et le désordre ou de favoriser son établissement. Il pourra ensuite amener les solutions exigées par la situation. Cela lui permettra de mieux asseoir encore la suprématie de ses pouvoirs. Il renforcera ainsi les capacités régaliennes de la police et des armées afin de satisfaire aux revendications publiques, orchestrées par son pouvoir de l'information. Tous les systèmes d'information étant évidemment complètement sous son contrôle. Cette technique utilisée est appelée problème-réaction-solution. Le fonctionnement de la société humaine est totalement sous son contrôle. La manipulation des masses populaires est facilement réalisable puisqu'il suffit de la laisser dans une ignorance complète de tout ce qui est décidé au niveau du pouvoir. Bien évidemment, des personnes parviennent à comprendre les pièges et à les esquisser, mais le pouvoir sait aussi qu'elles n'ont aucun moyen d'action. Il lui est extrêmement facile d'annihiler leurs éventuelles actions. Il a sous son contrôle tous les systèmes monétaires, tous les moyens économiques et il décide de la mise en place des représentants politiques. Il contrôle également les systèmes de santé, les systèmes d'approvisionnement alimentaire ainsi que les systèmes de recherche scientifique. Absolument tous les éléments faisant fonctionner la société humaine sont sous son contrôle. Il peut décider, quand il le veut, de créer un effondrement économique. La responsabilité en incombe aux populations qui ne cherchent pas à comprendre et qui se laissent enfermer dans un quotidien construit sur une totale insécurité du lendemain. Ce modèle de fonctionnement des masses populaires est réalisé par des États fascistes. Le pouvoir fasciste est mondialisé et se vérifie dans tous les États, même ceux qui se désignent comme démocratiques. Un contrôle mental sur les populations est ainsi maintenu depuis des millénaires. N'aurait-elle pas le choix? Elle ne cherche surtout pas à changer les choses. Cela pourrait devenir bien pire. C'est effectivement ce qu'elle pense. Les techniques de manipulation mentale sont toujours plus sophistiquées. Les structures utilisées sont partout identiques. Pourtant, il suffit de les connaître pour s'en préserver. Leur souci principal n'est surtout pas de procurer de la connaissance aux populations qu'ils dirigent, mais d'établir un endoctrinement spécifique et en adéquation avec leurs impératives nécessités de pouvoir toujours mieux régner. Une conspiration globalisée consiste à manipuler des événements pour convaincre les manipulés que l'oligarchie détient les solutions. Il suffit ensuite d'introduire le plan, qui a été organisé à l'avance et de le mettre en application avec l'accord démocratique des manipulés. C'est seulement la conscience de chacun qui peut intervenir, pour ne pas se laisser manipuler, dès lors que l'on peut comprendre comment fonctionne la manipulation. Comment s'établit le pouvoir suprême? La doctrine est simple. L'oligarchie, qui s'est installée au fil des siècles, fonctionne par la transmission des pouvoirs. Lorsqu'on comprend leur mode de fonctionnement, on peut s'apercevoir qu'il n'a aucune splendeur. Lorsque leur plan mis en place fonctionne, il leur suffit d'en récupérer les avantages. Les complications pour eux commencent là. En effet, le partage du butin ne se fait pas aussi simplement. Il convient de comprendre que ce sont des personnages avides de pouvoirs et de privilèges et que pour en détenir davantage ils n'hésitent pas ensuite à s'entretuer. Tous les moyens sont bons pour évincer toute personne devenue gênante dans l'accomplissement de leur mission. Ce sont des voleurs qui se volent entre eux. Leur système de compétition les entraîne dans des luttes sans partage.
mais ils n'hésitent pas à se réunir à nouveau pour de prochains larcins. Le pouvoir oligarchique n'est rien d'autre qu'un système mafieux qui a établi ses règles et qu'il impose à la société humaine qu'il dirige. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.